Bonjour à tous, je suis Marion, bienvenue dans ce nouvel épisode d'After 7, le podcast de volley de la Ligue Île-de-France. Dans cette émission, on reçoit un ou plusieurs acteurs du volley pour découvrir leur parcours et leur actualité. Pour nous encourager et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à noter et commenter le podcast et même à le partager. Merci à tous d'être là. Aujourd'hui, c'est Serge Marouteau et Laurent Delacour, les deux entraîneurs du pôle espoir féminin de Châtenay-Malabry, qui sont présents à mes côtés. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'After 7. Bonjour Serge, bonjour Laurent, merci d'être avec moi. Comment Bonjour. ça va ? Bonjour, ça va bien. Ouais. Merci. Avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez tous les deux vous présenter ? Vas-y Laurent. Delacour Laurent, 52 ans, et des études STAPS qui m'ont permis de faire mon stage de 5e année à l'INSEP dans le cadre du volleyball. Et j'ai été recruté par la Fédération française de volleyball, d'abord en préparateur physique, puis après j'ai été formé en tant qu'entraîneur, avec notamment Serge, Yves Loget, voilà, des gens bien connus sur l'Île-de-France. Oui. Et bien connus du sport de haut niveau. Donc j'ai eu la chance de pouvoir œuvrer avec ces gens-là. Et maintenant, je suis entraîneur du pôle de Châtenay-Malabry avec Serge Marouteau. Serge Marouteau, 65 ans, bientôt en retraite, on va dire. Et mon parcours est lié à deux hasards dans ma vie. Le premier hasard, c'est que mon frère faisait du hand et pour une raison X, le prof de PS a clôturé la section hand et il s'est mis au volley. Et au volley, au CSC Lois pour être précis. Et au volley, il manquait de jeunes, donc le président de l'époque a demandé aux licenciés d'aller chercher leurs frères, voilà, etc. D'où mon arrivée au volleyball. Sinon, j'aurais peut-être jamais fait de volleyball de ma vie. Et puis la deuxième chance totale, c'est que mes parents déménagent en 1975 pour aller habiter à Créteil, et qu'à Créteil, il n'y a pas de club de volleyball, et que je vais frapper à la porte du gymnase Pierre Brosselette à Saint-Maur. Et en fait, c'est Séverin Grand-Vorca, qui était à l'époque international, qui m'ouvre et qui était l'entraîneur des catégories minimes cadets. Et en fait, je commence le volleyball avec ce personnage qui à l'époque, on le voyait, il y avait les photos dans le journal volleyball qui n'existe plus maintenant, mais voilà, c'est comme si un gamin au foot rentre dans le stade de foot et c'est Mbappé qui lui ouvre la porte, en fait. C'est un peu... Et toi, t'as quel âge à ce moment-là ? J'avais 14 ans. On va dire que peu de temps après, il y a un prof de l'INSEP, en fait, qui était un prof de méthodo à l'époque, Roland Chauffier, qui m'a appris le goût de la performance collective et de la préparation d'une équipe vers le titre de champion de France, puisqu'à l'époque, on jouait ça dans ce club-là, qui était un gros club formateur. Et voilà comment j'arrive plusieurs années plus tard à l'INSEP pour prendre des fonctions de responsable du pôle France à l'époque, et puis de l'équipe de France junior. Et voilà, c'est ça le début, en fait. Et est-ce que c'est à l'INSEP que vous vous rencontrez pour la première fois ou c'est plus tard sur les équipes de France ? Avec Laurent ? Ouais. Non, je crois que c'est à l'INSEP, puisque moi j'avais l'équipe de France junior, je crois, voilà, l'équivalent de ce qui est Toulouse maintenant, en fait. Ouais. Et puis Laurent était en stage. Un stagiaire STAPS avec l'équipe de France cadette. Et donc j'imagine que ça se passe bien puisque vous allez collaborer ensemble sur les équipes de France. Non, pas forcément. Non, en fait, il faut se remettre dans le truc de l'époque. L'entraîneur fait quasiment tout. C'est-à-dire qu'il fait la préparation volley, voilà, individuelle, collective, technique, tactique, tout ce que tu veux. Et puis il fait aussi la préparation physique, il gère tout. Il fait aussi le suivi scolaire aussi, parce que ça, c'était pas du tout organisé comme comme les structures comme maintenant. Aujourd'hui. Ouais. Voilà, on était beaucoup plus entre guillemets amateurs, voilà. Et surtout on était bien moins nombreux à l'encadrement aussi. Donc nos premières discussions, c'est sur la préparation physique, où il est un peu... Tu peux y aller. un peu cassant avec moi, et voilà. Et bon, j'apprécie pas trop le personnage au début, honnêtement. Mais au final, je discute, je me dis, qu'est-ce qu'il vient faire celui-là ? Pourquoi il me dit ça ? Et puis je vais aller voir s'il a raison. Enfin,
Voilà, sachant que moi, j'ai pas fait STAPS, j'ai pas de... En dehors de ce que j'ai pu me cultiver moi-même par rapport à la préparation physique, j'ai pas fait STAPS. Donc, certainement qu'il me manque des notions. Tu te dis l'expert, c'est plutôt lui, là. Voilà. Ouais. Mais l'expert, pour le moment, à l'époque, il est jeune étudiant. Oui. L'expert stagiaire. Voilà, on discute, voilà, et puis finalement, il dit pas que des conneries. Et puis voilà, c'est un peu tendu au départ, mais j'ai trouvé en fait le personnage, comme il était très cash en fait, à dire ce qu'il pense, sans se préoccuper de qui t'es, machin, enfin voilà, tous les codes en fait. Il avait de l'assurance égalée, quoi. De l'assurance, je sais pas. J'aurais dit du culot. Ok. Mais pas forcément d'assurance. Et ça m'a plu, enfin qu'il puisse intervenir, enfin voilà, qu'il puisse rentrer dans le truc comme ça. Voilà. Puis après, on a travaillé effectivement ensemble. Et en fait, j'ai aimé travailler avec lui parce que justement, il est franc du collier en fait. Voilà. Dans le bien comme dans le mal, hein. Il y va et puis voilà. Et je trouve que c'est une vraie valeur en fait. Et donc vous êtes sur les équipes de France jeunes ensemble et puis vous vous retrouvez maintenant au pôle, puisque c'est toi, Laurent, qui va prendre la relève. Tu es déjà adjoint au pôle depuis plusieurs années et puis l'année prochaine, ça va être le grand saut. Comment vous êtes complémentaires ? C'est quoi vos différences de coaching peut-être qui vont faire la complémentarité de votre duo ? En fait, il faut revenir à l'origine. Quand il parle de l'INSEP et moi qui arrive, je ne suis pas volleyeur. Je viens d'un sport où la préparation physique, elle est omniprésente, le judo. J'ai une grosse valence parce que je suis ceinture noire de judo. J'ai fait 11 ans de basket aussi en sport co. Et en fait, je fais partie des premiers préparateurs physiques formés en STAPS. Parce qu'avant, c'était les profs de PS qui faisaient, ou les profs d'athlètes, les entraîneurs d'athlètes qui faisaient la préparation physique. C'est pour ça qu'au début, ça n'a pas forcément matché, parce que je pense que c'est une nouvelle génération de personnes formées, un peu comme aujourd'hui les prépas physiques qui feraient que de la data. Ouais. C'est encore différent de ce que moi j'ai appris. Et pour revenir au côté franc, pour moi, c'est une marque de respect de dire les choses telles qu'on les pense. Après, les formes, j'ai appris à mettre les formes au fur et à mesure, mais bon, venant d'un sport assez dur à la base, donc je prenais pas de détour. On a travaillé ensemble, et moi ce que j'aimais bien, c'est le côté précis que lui pouvait avoir et que moi je n'avais pas parce que j'étais pas sportif. Sportif volleyeur, c'est quelque chose que je connaissais pas. Je comprenais très bien la tactique, j'avais un peu plus de mal avec la technique parce que dans le judo, on est plus sur des formes de corps. Donc en fait, c'est ça qui est amusant. Il avait une approche très biomécanique qui était à l'époque la référence. C'est une approche très analytique. Alors que moi, par les sports de combat, on avait une approche plutôt de l'instant, de forme de corps, d'adaptation. Et c'est pour ça aussi peut-être qu'au début, on a eu un peu de mal à se trouver. Mais après, en réfléchissant sur la performance, bon, lui aussi est cash. Hein. S'il a envie de te dire « tu me fais chier », il me dit « tu me fais chier » et moi, ça me va très bien. Et c'est pas pour autant qu'il y a du jugement de valeur derrière, en fait. Donc, par exemple, quand tu dis que j'ai été adjoint pendant X temps sur Châtenay, je me suis jamais senti adjoint. On était 2 entraîneurs et il m'a géré comme un entraîneur. Et à aucun moment, il m'a montré qu'il était au-dessus. Donc, il y a des systèmes de valeurs, il parle de systèmes de valeurs. Et je pense que les deux, on s'est retrouvés dans ces systèmes de valeurs. Donc, non, pas inquiet de reprendre derrière, si ce n'est pour tout ce qui est paperasse. Parce que ça, j'ai pas été formé. Pour tout ce qui est gestion d'un budget, parce que ça, ce n'est pas du tout ma formation. Mais quant à l'entraînement, la préparation physique et l'accès à la haute performance, là-dessus, je suis pas du tout inquiet. Non. Et donc, c'est ces valeurs dont tu parles que tu as envie de faire perdurer au pôle, du coup ? Ça dépendra des gens que j'ai, mais de toute façon, je reste comme je suis depuis le début. Et ça m'a joué des tours. Mais ça fait partie pour moi, ça fait partie de mon caractère et ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de perdre. On va parler un petit peu du pôle en lui-même. Comment vous présenteriez le pôle féminin ? D'abord, l'objectif qui est assigné en gros au pôle, qu'il soit à Châtenay ou ailleurs, c'est le renouvellement d'une élite. Élite parce qu'on parle du renouvellement des équipes de France, à terme des équipes de France seniors. Donc en fait, le pôle, c'est quelque chose qui doit produire, former
des joueuses pour un niveau très élevé. Maintenant, l'équipe de France est dans les 10 meilleurs du monde avec leurs derniers résultats. C'est pour les 6 meilleures places d'Europe. C'est pour se qualifier au JO. Donc c'est des objectifs élevés, très élevés. Le truc le plus important est de bien recruter. N'importe qui ne peut pas aller aux Jeux Olympiques. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, n'importe qui ne peut pas y aller. Donc il s'agit dès le début d'essayer de détecter, de repérer entre guillemets, les profils qui vont pouvoir accéder à ça. C'est la pierre angulaire du pôle, c'est la détection. Et du coup, ces profils, à quoi ils ressemblent? Qu'est-ce que vous recherchez? Eh bien, on a tout niveau d'arrivée. De la grande débutante. Alors, grande débutante parce qu'elle peut faire 1m90, elle peut avoir, entre guillemets, 6 mois d'ancienneté de licence, c'est tout. Mais comme elle a une certaine biométrie, celle-là aura plus de chances, très certainement, d'aller aux Jeux Olympiques que, entre guillemets, la plus petite d'1m60. Sachant que tu as 5 postes de joueuses de champ dans un 6 de volleyball et tu as un poste de libéraux. Où là, tu peux être beaucoup plus petit. Oui. C'est pas du tout le même poste de jeu. Oui, on n'est pas en train de dire que les petits ne peuvent pas réussir, les petites joueuses ne peuvent pas non, mais réussir. si on dit qu'il y a 8 attaquantes dans une équipe de 12, il n'y a qu'un seul libéraux. Oui, c'est une adaptation de poste après, en fonction de la taille. Il y a quand même moins de chances pour les petits. Il ne faut pas rêver. Ouais. Ça nous paraît bizarre en volleyball, du moins culturellement, d'accord, alors qu'au basket, c'est une évidence. Mais en fait, nous sommes un sport comme le basket. Comment se passe l'accompagnement des joueuses pendant leur passage au pôle? Comment vous les accompagnez? Comment vous les testez? Comment vous les voyez évoluer? Le testing, déjà, elles sont testées 3 fois dans l'année sur des tests physiques type 3 fois 6 mètres, saut en hauteur, saut en longueur, enfin des choses comme ça qui sont... ce qu'on pourrait appeler des fitness tests, qui sont liés vraiment à la qualité physique et à la capacité à pouvoir courir, sauter et lancer, qui sont les trois coordinations les plus importantes chez nous. On fait pour certaines des tests dits fonctionnels, donc là c'est encore différent. C'est souvent, on fait des tests fonctionnels quand on se rend compte qu'il y a une joueuse qui a un peu du mal à évoluer. On va chercher... d'autres critères pour voir s'il n'y a pas des manques quelque part qui l'empêcheraient de pouvoir passer des caps. Et après, il y a tous les tests qui sont liés sous les barres, qui ne restent que des tests sous les barres, parce qu'on peut évoluer sous la barre, mais pas évoluer sur le terrain. Donc ça, on est assez prudent avec ça, mais on regarde ça. Après, sur leur volleyball, on les a au quotidien, donc on voit bien l'évolution, et souvent on voit leur évolution dans un contexte différent du pôle. Moi, je me suis rendu compte que parfois au pôle, à force de les avoir tous les jours, on a du mal un peu à évaluer la plus-value qu'elles ont eue. Mais par exemple, quand on les retrouve au centre régional, on se rend compte d'une vraie évolution par rapport aux autres. Non pas que les autres évoluent pas, mais les nôtres, avec la quantité de travail, forcément, ont tendance à évoluer plus vite, évidemment. Ce qui serait normal. Ce qui n'est pas toujours le cas au passage, mais ce qui serait normal. Donc voilà, on est à peu près là-dessus. Puis après, Serge suit pas mal le scolaire aussi. Il récupère les notes des joueuses régulièrement de manière à s'assurer que le niveau scolaire reste comme il a été quand elles sont rentrées, en fait. Et c'est à peu près tout, je pense. Et après, il y a tout ce qui est test physique obligatoire avec le médical. Elles ont un suivi médical qui est obligatoire de par le statut de sportif de haut niveau, avec un suivi psy, passage chez le médecin, tout ce qui est lié à des échocardiographie pour vérifier le cœur. Enfin, on essaye d'avoir un check-up assez complet de la joueuse sur le plan santé, quoi. Ouais, l'accompagnement, il est sur tous les plans, en fait. C'est obligé. Ouais. Qu'est-ce que garantit le pôle et inversement, qu'est-ce que ça ne garantit pas? Écoute, le pôle ne garantit rien. Le pôle, c'est une structure dans laquelle des joueuses décident de venir pour
avoir un plus gros volume d'entraînement que dans son club, bien évidemment, avoir un encadrement physique, une préparation physique évidemment totalement différente de ce qu'on peut trouver dans la majorité des clubs. Mais c'est pas le pôle en lui-même qui va garantir quelque chose, c'est l'action de la joueuse au sein du pôle qui va lui permettre de s'ouvrir des opportunités. C'est une interaction en fait. C'est pas tu rentres dans notre tunnel et tu ressors, tu joues bien ou mal ou voilà. C'est tu rentres dans le tunnel il y a ton activité et à partir de ça il va se créer des choses. Ouais, finalement, c'est le même principe que toutes sortes de formations. Selon l'investissement qu'on y met, on se garantit plus ou moins de facilité à la sortie et plus d'opportunités, ou moins d'ailleurs. Ou moins. Voilà. À l'heure actuelle, on va dire, tu rentres au pôle et tu ressors à un niveau de National 2, au niveau après 2 ans d'entraînement, en gros. Hein, ouais. Voilà. Mais tu peux aussi ressortir du pôle avec comme par exemple Julie, une des dernières sortantes, et elle fait libéraux en élite. Il n'y a rien de garanti quand même. En fait, c'est une aventure. Hein. Voilà, après, c'est une aventure, je pense, sympa, parce que dans la réalité, quand tu viens au pôle, après, tu es dans une espèce de grande colonie de vacances. Enfin, il y a 150 internes ici, au Krebs. On est loin du goulag. Hein. Oui, c'est une aventure individuelle, mais aussi collective. Collective au sein du pôle volley, mais aussi le fait d'être au Krebs, entouré de jeunes ambitieux dans chaque discipline, quoi. Il y a des gamins qui deviennent amis pour la vie, en fait. Qu'est-ce qu'elles peuvent envisager, les joueuses, quand elles sortent du pôle? Qu'est-ce qui peut s'offrir à elles? En 1, l'IFVB, le centre national, pour celles qui réussiront à percer. En 2, un CFC, donc centre de formation de club, pour celles qui veulent continuer à essayer d'aller chercher le niveau pro. Nous, comme on a très peu de bachelières, mais quand elles sont bachelières, en 3, les universités américaines. Et comme dit Serge, on offre le niveau N2 minimum aux sortantes pour celles qui ont évolué comme elles avaient évolué, comme elles devaient évoluer, pardon. Donc voilà, et après, il y a aussi le niveau d'études, hein, c'est-à-dire que des joueuses qui rentrent chez nous avec des moyennes de 15, 16, 17, ces joueuses-là, en fait, elles ressortent avec les mêmes moyennes, contrairement à ce qu'on pense. Et donc, c'est des filles qui, parfois, vont faire ingénieur. Nous, parmi les joueuses qu'on a eues, on a eu des avocates, on a eu des ingénieurs, on a eu des médecins. Donc, ça n'entrave pas en tout cas, la suite pour elles au niveau scolaire. Et c'est peut-être celles qui sont autour des 10 qui sont un peu plus à risque, parce qu'en fonction de comment elles vont accepter la charge de travail et comment elles ont et le niveau d'autonomie qu'elles ont en termes de travail perso, ces joueuses-là, sur un plan scolaire, c'est un peu plus compliqué. Voilà, comme tout le monde dans un lycée normal, quoi. Il y a pas mal de débouchés qui peuvent attirer vers soit le haut niveau, soit un niveau intermédiaire. Et après, il y a la possibilité de retourner en National 2 voilà, pour faire sa vie normale et reprendre 3 entraînements par semaine. Et est-ce que vous suivez leur parcours une fois qu'elles partent du pôle ? On essaye parce que c'est intéressant de voir jusqu'où ça peut aller. Donc, il y a des parcours qui vont jusqu'en équipe de France. Nina Stojkovic, c'est une fille de Châtenay et elle a fait toutes les strates. Voilà, il y en a d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi si effectivement, comme disait Laurent tout à l'heure, si le projet scolaire, le projet estudiantin, en fait... le fait d'être venu au pôle n'a pas entravé ce projet-là. Et dans les filles qui sont venues passer au pôle et qui n'ont pas trouvé leur place dans le vrai haut niveau, si on dit l'équipe de France pour être le plus élitiste possible, toutes
ont des projets, ont réussi à maintenir des projets scolaires forts, des projets étudiants forts, et au besoin avoir des grosses situations sociales, quoi. Enfin, Bah, voilà. bien sûr, oui. Donc le pôle, c'est quelque chose dans lequel tu rentres, et contrairement à un peu le cliché, on abandonne les études, ça diminue ceci, ça diminue cela, c'est quand même quelque chose qui te permet d'avoir une scolarité normale et d'avoir les débouchés entre guillemets de monsieur Bien et sûr. madame tout le monde si tu n'étais pas venu Bien sûr. au pôle, quoi. La scolarité est adaptée pour que une bachelière, qu'elle sorte du pôle ou d'un lycée général normal, ait les mêmes possibilités. Et c'est bien d'ailleurs, c'est normal. Statistiquement, parce que maintenant parce que la filière a rajeuni son âge d'entrée, mais quand les filles rentraient un peu plus âgées, on avait 100% de réussite et de mention au bac. C'est un gros accompagnement et puis un gros investissement des joueuses elles-mêmes, hein, parce qu'il faut le faire quand même. Mais elles sont- Faut y aller. Hein. C'est pas je pense que les filles qui réussissent le projet pôle, indépendamment de elles vont aller réussir à être pro ou pas, c'est pas des feignantes. Ouais. Faut s'enquiller la semaine du pôle, faut l'enquiller. Ouais. Oui, je crois bien. Ouais. Je En crois fait, bien. il faut une grosse capacité de travail et celles qui ne l'ont pas, en fait, elles choisissent. Soit elles choisissent de lâcher un peu les études et puis elles font le volley pour tenir, soit elles font le volley, les études, et elles lâchent un peu le volley. Donc c'est à nous de les maintenir dans l'entre-deux pour ces joueuses qui n'ont pas la capacité de travail, parce que tout le monde n'a pas cette capacité d'endurance. Bien sûr. Et puis ça se lève le matin à 7h et puis ça se couche le soir à 23h. Et ça tous les jours, et avec peut-être 1 heure de pause dans la journée maximum. Ouais, Vu qu'il faut faire études, dès qu'on termine les études, on va à l'entraînement, on termine l'entraînement, on va manger, termine de manger, on va aux études, termine les études, on repart à l'entraînement, on va manger, plus les cours du soir, enfin ça... Oui, puis le week-end, faut être endurant. Tu rentres, tu reprends un entraînement Voilà. avec le club, tu vas jouer, tu vas faire... c'est vrai que c'est un sacré rythme, il faut être prêt. Faut vouloir, ça se fait pas Oui, tout il seul. faut vouloir. Maintenant, l'avantage quand même vraiment du pôle, c'est que tu as des personnes ressources pour t'aider. Oui. C'est pas comme quand tu es chez toi, j'allais dire tout seul. Bon, il y a les parents, ou les frangins, ou les frangines, peu importe. Il y a un milieu familial, mais là, peut-être qu'il y a moins le milieu familial, d'accord. Mais tu vas toujours trouver au Krebs une personne ressource pour renseigner ton problème. Et puis des professionnels. Et des gens qui sont formés pour. Quoi. Ouais. Je pense que c'est jouable, mais c'est toujours un pari quand même. Ça doit être bien de les voir sortir en ayant réussi et côté volley et côté scolaire. C'est quand on les revoit, en fait. Ouais. Quand on les croise sur les terrains, qu'on les revoit. Nous, par exemple, moi j'ai l'image, sans citer la joueuse, d'une joueuse qui était très moyenne scolairement. Je l'ai revue 10 ans après. Elle me dit, mais je suis bac plus 5 maintenant, je continue à jouer en 2e division. Donc en fait, la fille, pour elle, ça a fonctionné, quoi. Ouais, ça doit Par être contre, chouette. il y en a d'autres, parfois, ils me disent je suis avocate, j'ai arrêté le volleyball. Mais 4 ans après le pôle, j'ai arrêté le volleyball, mais je suis avocate, j'ai fait... ça, c'est intéressant. Et puis, il y en a d'autres qui ont réussi quand même à faire des études, à faire du volley correctement, et qui ont été, entre guillemets, dans la moyenne pour les deux, et c'est très bien aussi. Pour finir, dans ce podcast, le dernier invité vous pose une question à l'aveugle. Le dernier invité, c'était Kadou, qui ne savait pas qui seraient les prochains invités. Il vous a posé une question. C'est pourquoi avoir choisi le volley au début. Vous avez un petit peu répondu. Peut-être que vous pourriez poser une question au prochain invité. Moi, déjà, sur le volley, c'est un concours de circonstances avec mon Master STAPS, où je fais mon stage avec Yves Loget. Mais c'est aussi un sport de vacances pour moi. Alors, c'est pas bien de dire ça, mais... C'est l'image du Tu volley. l'associes sur à la plage, ouais. je jouais au basket sur les playgrounds, et l'été, je jouais au volley sur la plage. Donc, il y avait ce côté-là un peu fun. Et ce que j'ai adoré au volley, c'est tout l'aspect tactique. Il y avait une grosse tactique derrière le volleyball, et c'est vraiment ce qui m'a pris directement et ce qui m'a amené au volleyball. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les matchs, c'est la tactique. C'est d'ailleurs, quand j'étais en équipe nationale, j'adorais jouer les Italiens, parce qu'au bout d'un set, on pouvait prendre notre feuille, la déchirer, et il fallait s'adapter, parce que c'est des gens qui tactiquement vont très vite et s'adaptent très vite. Donc, et ça, c'est ce que j'aime, en fait. Donc,
pour revenir sur l'origine du volleyball. Après, je laisse Serge trouver la question parce que... Sur l'origine du volleyball, en fait, moi, voilà, il y a le concours de circonstances, mais c'est aussi le long de ma carrière, j'ai eu la chance de rencontrer en fait des gens, de travailler avec des gens qui m'ont énormément enrichi du point de vue de la connaissance du volleyball, mais aussi humainement où vraiment, je pense moi que j'ai eu énormément de chance dans ma carrière. J'ai pris la responsabilité de certains trucs parce que c'était du volleyball, parce que je me sentais suffisamment de confiance dans le volleyball, alors que je ne suis pas quelqu'un de confiant dans la vie générale. J'ai tout le temps renouvelé des projets mais j'ai eu une chance incroyable moi, avec le volleyball. Oh, c'est trop bien de se dire ça. Non, mais c'est une vérité. Enfin, j'ai fait beaucoup de trucs. Je me suis éclaté pendant 40 ans de carrière, moi. J'ai pas l'impression d'avoir travaillé, moi. En fait. Ouais, d'autant plus qu'à la base, je trouve que les entraîneurs d'avant, c'était avant tout des tuteurs. Ouais. Il a raison, moi j'ai travaillé avec Serge, j'ai travaillé avec Didier Marion, qui est quand même une référence, j'ai travaillé avec Jacques Béraud, qui est aussi une grosse référence dans le secteur féminin. J'ai eu Yves Loget, j'ai eu Hervé Mazon, et ils sont tous reconnus pour cet aspect humain. Moi, ils m'ont toujours pris... pour m'accompagner en fait. Chose qu'on trouve beaucoup moins aujourd'hui. Ah ouais, tu trouves ? D'où moi je trouve qu'aujourd'hui, les entraîneurs de 50 ans et plus, on doit avoir cette responsabilité de donner aux jeunes qui arrivent. Moi, j'ai simplement à redonner ce que m'ont donné ces gens-là, quoi. Et il a raison, Serge, c'est quelque chose qui était très prégnant avant. La notion de travail, moi, elle est arrivée très tardivement en fait. Sinon, je vivais juste ma passion. Je prenais un vol, j'atterrissais dans une ville, je connaissais à peine le nom de la ville, le pays. Je connaissais heureusement le pays. Moi, j'ai eu de la chance d'être en équipe nationale très tôt et de voyager énormément et de voir du volleyball européen, alors que j'étais jeune entraîneur. Ça, c'est des choses, c'est magique. Ça ne se fait pas dans ma vie de tous les jours. J'aurais pas pu avoir un boulot qui m'aurait permis d'autant bouger, de vivre autant de choses humainement avec les joueuses et même intellectuellement avec ce que j'ai pu voir, quoi. Quelle chance d'arriver à un moment dans sa vie à dire ça, à dire j'ai vécu un rêve, j'ai eu de la chance. Ce serait bien que tout le monde puisse l'avoir, quoi, ce sentiment. Moi, je me sens privilégié par rapport à ça. Bon, après, c'est souvent les gens dans le sport, c'est aussi souvent ce qu'ils disent, c'est que leur travail, c'était leur passion à la base, donc ils ne se lèvent pas en se disant faut que j'aille au bureau, faut que j'aille au boulot. Non, pas du tout, quoi. Tout à fait. Et pour la question, qu'est-ce que tu préfères, être champion de quelque chose ou le projet humain que sous-entend ce titre de champion ? Moi, j'ai pas beaucoup de victoires à mon actif. Le palmarès est un peu vide, comme un peu le palmarès du secteur féminin en France par rapport aux garçons. Oui. Hein, tu vois, voilà. Ouais. Donc fatalement, en tant qu'entraîneur, tu vis un peu la même chose. Mais en fait, le palmarès, il va servir à me valoriser, en fait. Alors que humainement, moi, j'ai eu plein de chances, plein de trucs que j'ai vécu. Et c'était fort et c'était bien, quoi, de le vivre. Et que maintenant que j'arrive en fin de carrière, en fait, le palmarès, il n'y a pas d'importance, en fait. C'est absolument pas ce que je vais retenir de ce que j'ai vécu, en fait. Oui. Et ben, merci à tous les deux. Rien. Bonne retraite en avance, Serge. Merci. Il te reste encore un peu de temps, mais j'espère que tu en profiteras autant que tu as profité de ta carrière. Oui, je vais en profiter. Ok, ben merci à tous les deux. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'After 7. On espère que cette discussion vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à suivre la Ligue sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité du volley francilien et à donner votre avis sur le podcast. Vos retours nous aident vraiment à nous améliorer. Et si vous avez des idées d'invités que vous aimeriez entendre dans les prochains épisodes, dites-le nous en commentaire ou en message privé. À très vite pour un nouvel épisode d'After 7.